C'est une sortie qui aura un peu plus marqué sa distance d'avec les partenaires internationaux de la République démocratique du Congo. Joseph Kabila Kabange multiplie les offensives contre l'Occident et la mission des Nations Unies au Congo, MONUSCO, celui qui avait déjà demandé le départ de cette force de quelques 17 000 hommes pour au plus tard en 2020, n'est plus tout à fait du même avis. Le dernier théâtre en date, l'Assemblée générale annuelle des Nations Unies à New York. Le président a réclamé le début effectif et substantiel du retrait des casques bleus de son pays. Il a en outre affirmé le caractère irréversible du scrutin présidentiel prévu le 23 décembre prochain. Pourtant, de nombreux opposants sont aujourd'hui soit contraints à l'exil, soit empêchés de compétir à ce scrutin. Moïse Katumbi, l'un des principaux ténors de l'opposition, estime qu'il s'agit d'un discours nul. Pour lui, le président n'a pas la légitimité de parler en ces termes et la MONUSCO doit rester en RD Congo. Le refus du chef de l'État de l'ingérence internationale dans les scrutins à venir est enfin pour Moïse Katumbi la preuve que la majorité veut organiser les élections à sa façon. Lecture identique de Martin Fayoulou, candidat de la dynamique de l'opposition. Je pense que M. Kabila s'est réveillé très tard avec ses discours souverainistes. Est-ce effectivement un discours en déphasage avec la réalité que cache cette sortie du fin stratège qu'est Joseph Kabila Kabange? À quoi a servi concrètement la MONUSCO en RD Congo en quelques 2 décennies? L'assurance du président de garantir des élections libres et inclusives est-elle encore possible? RD Congo, Kabila face à l'ONU, discours pertinent ou opportunisme politique? C'est le thème de ce numéro de votre émission Angle de Vue qui permet le décryptage de l'actualité sur le continent africain. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Les invités vous seront présentés juste après ceci. Et aujourd'hui, sur le plateau de Angle de Vue, Aimé Tiefa, bonjour. Bonjour. Un sociologue, vous êtes expert en stratégie de développement. Face à vous, Emerio Labi, bonjour. Bonjour. Vous êtes juriste, spécialiste des questions internationales. Aimé Tiefa, déjà, le départ de Kabila à cette assemblée générale n'est-il pas surprenant? Pour qui connaît sa tendance à briller par son absence à nombre de rendez-vous internationaux ces dernières années. Merci, M. Toanou. Il faut commencer d'abord par dire que le contexte dans lequel le président Kabila va à cette session des Nations Unies est un contexte particulier. Il est partant. Je peux dire qu'il est parti, puisque dans tous les cas, il a dit que l'élection présidentielle connaîtra son épilogue et il est donc conscient que d'ici quelque temps, il ne sera plus président de la République démocratique du Congo. Alors les choses insupperçues, je crois qu'il est parti pour faire un appel de pied, dire son dernier mot, mettre quelques points sur les i et montrer quand même que le temps est venu pour lui de faire le bilan, de dire une ou deux choses sur la coopération internationale, sur les puissances et les forces onusiennes. Donc, disons que c'est une opportunité rêvée pour lui de voir tous les chefs d'État, les 192, des 192 pays représentant les Nations Unies, donc à ce forum de discussion pour faire le point, envoyer des pics au besoin, envoyer des messages au besoin, faire un appel de pied au besoin et mettre le pied dans les plats au besoin. Donc, disons qu'il en a profité globalement sur 2 axes. Négocier sa sortie et ensuite donner 1 ou 2 signaux importants par rapport à ce que le Congo pourrait être avec ou sans lui. Donc voilà. Alors, le président Kabila a dit en gros qu'il souhaitait le retrait effectif et immédiat de la MONUSCO de la RD Congo. Est-ce que le timing de cette annonce est suspect selon vous? Oui, suspect parce que je le pense, il fait beau jeu. Après avoir séjourné pratiquement 4 ans dans un vide juridique, puisque les tests constitutionnels au Congo le lui permettent. Avant l'installation d'un nouveau président, il demeure président de la République. Et
il profite de ce moment, le timing est plutôt parfait, pour rediriger les débats autour de questions qui intéressent peut-être la vie du pays sur la scène internationale et qui fait peut-être oublier un peu son résultat personnel à la tête du Congo. Quel est ce résultat-là? Un résultat assez mitigé, empreint de violation de droits de l'homme et de questions sécuritaires non résolues, de crise économique ou d'inflation à l'intérieur du pays. Donc voyez-vous, il y a un certain nombre de points qu'il fait oublier par son intervention aux Nations Unies, la situation interne de son pays, où il rassure, évidemment, il est parti cette fois-ci, il rassure que les élections auront lieu, mais là, sur la question de la MONUSCO, évidemment, le résultat reste mitigé. Mais le départ de la MONUSCO, je pense que c'est un piège. La MONUSCO ne peut pas quitter le Congo de go. Il a dit d'ici 2020. Je pense que c'est quasiment irréalisable. C'est une porte ouverte que de penser que en laissant partir la MONUSCO du Congo, que les questions de sécurité à l'Est seront résolues. Voyez-vous, l'Est, en fait, tout est parti de l'Est. Tout est parti de l'Est. Il faut retourner 20 ans en arrière ou un peu plus après la chute de Mobutu Sese Seko et l'arrivée de Pep Kabila qu'il a pris par l'Est, voyez-vous, et il a siégé dans l'Est. Donc il a pris le temps de maîtriser, oui, mais de faire disparaître l'État, la présence de l'État, et de faire installer les milices armées dans cette zone-là. C'est une accusation très forte. Non, c'est pas une accusation forte, parce qu'aujourd'hui, voyez-vous, dans la zone de l'Est, je ne suis pas convaincu que les forces de défense et de sécurité du Congo soient présentes dans cette zone. Ce sont des zones qui sont occupées par des milices qui viennent soit du Rwanda, soit de l'Ouganda, et de l'autre côté, il y a des milices internes au pays qui se constituent. Voyez-vous, donc vous avez soit le M23, soit les Interahamwe qui sont là, et vous n'avez pas un contrôle sur cette portion du territoire. Et comme je l'ai dit, tout est parti de là. L'État congolais n'a pas travaillé à reconstituer son armée dans cette zone. C'est vrai que dans le sud, on peut dire que oui, relativement, il y a une certaine sécurité. Mais dans le même temps, on se pose des questions par rapport à l'office de la MONUSCO. 17 000 hommes pour un budget de près d'1 milliard de francs, voilà. de 1 milliard de dollars. On se pose des questions par rapport à cela. Bon, peut-être que nous y reviendrons. Nous allons y revenir. Nous allons ensemble du moins, suivre un extrait des propos du président Joseph Kabila Kabange. C'était devant ses pairs chefs d'État. C'était à New York, donc devant la tribune des Nations Unies. En dépit des défis énormes qui jonchent encore son parcours sur tout le plan, comme l'année passée, je réaffirme le caractère irréversible de la tenue des élections prévues à la fin de cette année. Voilà qui explique la position de mon pays de dénoncer et de s'opposer à toute ingérence dans le processus électoral en cours et de financer l'entièreté de ce coût opérationnel. 20 ans après le déploiement des forces onusiennes dans mon pays et en raison de leurs résultats largement mitigés au plan opérationnel, mon gouvernement réitère son exigence du début effectif et substantiel du retrait de cette force multilatérale. Je mesure le progrès réalisé aujourd'hui par mon pays, qui il y a encore quelques années était confiné au rang d'État failli, mais aujourd'hui affiche des ambitions d'émergence incontestables, tant les signaux économiques, sécuritaires et politiques sont encourageants.
Emetiefa, Joseph Kabila, offensif, qui défend donc ces quelques 17 années passées à la tête de la RD Congo. Est-ce qu'il vous a convaincu ou est-ce qu'on est face à peut-être à un souverainiste qui s'ignorait? Bon, il a plutôt intérêt à convaincre ses compatriotes, les Congolais. Écoutez, permettez-moi d'emprunter cette allégorie pour expliquer la situation. Vous venez dans une zone très insécurité, vous en êtes conscient, et lorsque vous veniez, vous êtes venu par des armes et des appuis de puissances internationales qui, en ce moment, n'ont prôné que la justice, l'équité, l'égalité, le droit, le respect des droits de la personne humaine, et qu'ils vous ont donc fait le lit, vous êtes venus, et vous aviez des armes à côté. Et vous étiez conscient que leur présence était utile. Alors, vous finissez et vous estimez qu'en rien leur présence n'est utile. Comment cela peut-il être perçu? Je crois que le président Kabila, s'il devrait faire un bon bilan objectif, il avait à dire plutôt ce que cette force a amené. Et celui qui doit en principe nous dire si elle est pertinente ou non, eh bien, c'est le chef d'État qui serait élu. Lui, il est en train de partir des affaires, mais un autre est venu et sera pleinement conscient de toute la responsabilité ingérée par les nombreuses zones de la tension. Lorsque vous parlez des régions du Grand Lac, avec la RDC comme le plus grand pays, mais la plus grande zone de tension, à tout point de vue, pas seulement à l'Est, mais disons un peu partout. Disons qu'en dehors du Grand Kinshasa, un peu partout, vous avez des risques élevés d'insécurité. Tout le pays, disons, est dans alerte quasiment rouge ou orange par endroit. Et vous savez très bien que si ces puissances onusiennes n'étaient pas là, si le MONUSCO, la MONUSCO n'était pas là, il ne pouvait pas avoir la longévité qu'il a eue au pouvoir. Je suis conscient de ce que ces forces n'ont pas toujours été à la hauteur de la mission, qui a eu beaucoup de bévues et des actions. Mais c'est comme un mal dont vous avez besoin, parce que cela vous permet d'être guéri par rapport à un autre mal ou à d'autres maux. Mais dans tous les cas, vous en avez besoin pour régler une ou trois choses. Qui peut dire, en affirmant de façon péremptoire et avec une certitude absolue, que la République démocratique du Congo, au jour d'aujourd'hui, a une totale maîtrise de l'intégrité du territoire national, peut dépêcher des forces congolaises, congolo-congolaises, à toutes les frontières, dans toutes les zones, pour faire régner la puissance étatique. Soyons sérieux, c'est pas vrai. Pour qui connaît bien ce pays, même ma grand-mère est capable de vous dire que c'est pas vrai. Alors, ça veut dire donc que on a toujours besoin de l'appui des autres. Et ça peut, à un moment donné, si nous voulons être profonds en analyse, ressembler à de l'ingratitude. Pourquoi n'avait-il pas demandé depuis 10 ans à ses forces de parti, ou depuis 5 ans, ou depuis 4 ans, et que maintenant, c'est lorsqu'il est sur une note finale, qu'il trouve donc que les fourchettes, les cuillères, les assiettes, les canons qu'il avait utilisés pour pouvoir manger, en fait, ne sont pas de bonne qualité et qu'on peut donc les ranger, alors que la table est en train d'être aménagée pour quelqu'un d'autre. Alors, pourquoi ne pas penser à celui-là et lui donner l'opportunité de dire s'il en aura besoin ou pas? L'État a une continuité. Oui, l'État a une continuité. Mais c'est aussi vrai que ce n'est plus Kabila qui est là. On ne sait pas qui serait là. Jusque-là, il est là. Oui, il est là, d'accord, mais il est parti. Mais là, il va partir. Mais pas qu'il va partir, il est déjà parti, puisqu'il a parlé du caractère irréversible des élections qui auront lieu le 23 décembre 2018. Coûte que coûte. Alors, à partir de ce moment, je crois que c'est à celui qui arrive, qu'on ne connaît pas encore, ou qui sera installé fraîchement, c'est plutôt lui qu'il faut aller voir et lui demander s'il pense qu'il a besoin des forces onusiennes. Il faut également demander cela à l'Assemblée nationale congolaise. Il faut demander également cela aux populations civiles congolaises. Donc moi, je crois que quelque part, on en a besoin, en dépit de ce que
ils ne sont pas irréprochables, en dépit de ce qu'ils ont commis beaucoup d'exactions par le passé, mais on en a toujours besoin. Pour aller dans le même sens rapidement que M. Tchafa, je parlais tout à l'heure, je faisais un développement sur la MONUSCO et sur l'incapacité des autorités congolaises de pouvoir couvrir tout le territoire national en matière de sécurité. Mais ce que j'aimerais dire, si jamais on fait partie de la MONUSCO, on veut remplacer la MONUSCO par quelle force? C'est là le problème, en fait. C'est-à-dire qu'il y a un problème. Il ne dit pas par quelle force. Le président Kabila a assuré lors de sa dernière sortie au Parlement congolais, il a rassuré de ce que l'État était suffisamment fort pour garantir. C'est un leurre. C'est un leurre. Laisser partir la MONUSCO au Congo, c'est ouvrir la porte à un nouveau conflit armé interne. C'est un conflit armé interne qui se profile à l'horizon. Parce que, comme je vous l'ai dit, vous avez toujours les groupes rebelles de part et d'autre des frontières qui sont là. Il y a des anciens génocidaires du Rwanda qui sont venus se réfugier dans l'Est qu'on n'a pas pu capturer depuis un moment. Et je vous l'ai dit, ça serait une zone de déstabilisation. Autre chose, la MONUSCO a reçu un mandat de maintien de la paix. Voyez-vous, il faudrait peut-être changer sa lettre de mission. Voilà. Peut-être pour aller vers... On a souvent taxé les forces onusiennes un peu partout sur le continent de budgétivores et d'inefficaces. C'est notamment le cas au Mali, où la MINUSMA reçoit des tirs. Quelle aurait été la situation si les forces onusiennes n'étaient pas, les classes bleues n'étaient pas au Congo? Quelle aurait été? C'est vrai qu'on peut se poser des questions avec les derniers incidents à Beni et les tueries qui ont eu lieu, qui se perpétuent tous les jours. Mais comme je vous dis, la menace vient aussi des pays voisins. Quel est l'état de la coopération entre le Congo et l'Ouganda, entre le Congo et le Rwanda? Est-ce qu'ils ont essayé de s'asseoir autour d'une table et de discuter? Et finalement, que fait la CEMAC aussi dans cette zone-là? Il y a un problème. Les CER ne fonctionnent pas correctement. Comme la CEMAC ne joue pas réellement son rôle. Et pour revenir à mon développement, ce que j'essayais de dire, il faudrait revoir la lettre de mission de la MONUSCO pour ma part. Il faudrait peut-être passer d'une force de maintien de la paix à une force d'interposition pour leur donner l'opportunité quand même de faire régner l'ordre comme une force de défense et de sécurité qui peut tirer, parce que là, ils ne pensent pas, ils sont là, ils sont comme une force d'interposition juste pour maintenir la paix, alors que nous sommes au-delà, le risque est plus élevé. Nous sommes quasiment dans un conflit permanent, qui ne dit pas son nom, entre rebelles et forces de défense. Voyez-vous, c'est à peu près ça actuellement. Donc dire que il faut retirer la MONUSCO, ou il faut demander le départ de la MONUSCO, je pense que c'est un gros piège, parce que les risques sécuritaires sont de plus en plus élevés. Le risque terroriste est de plus en plus élevé dans la zone. Donc, je ne suis pas convaincu que les autorités congolaises puissent déployer correctement et convenablement des forces de défense et de sécurité propres, avec des moyens pour couvrir toutes ces zones. C'est quasiment... L'État est... Il l'a dit tout à l'heure lui-même. Ils étaient un État failli. Ils sont en train de revenir maintenant à un État tout à fait normal. Mais l'instabilité règne. L'instabilité dans l'Est du Congo est peut-être le départ de nouveaux conflits. Tout à fait. Je voudrais préciser deux choses importantes. Premièrement, la mission onusienne, dans la zone où les foyers de tension sont toujours des forces d'interposition. Expliquons un peu le vocabulaire, c'est-à-dire ce sont des forces qui interviennent et demandent aux parties belligérantes de ne pas faire usage d'armes ou de feu. Donc, leur mission consiste à supplanter ces forces-là pour que celles-ci ne dégainent pas leurs armes. Alors, si vous ne les attaquez pas, ils ne réagissent jamais. C'est lorsque vous les attaquez qu'ils réagissent. Et à mon avis, pourquoi c'est ainsi fait? C'est ainsi fait simplement parce que ce sont des forces suramées. C'est une force neutre. Et dans leur neutralité,
ils n'ont pas à prendre parti pour l'armée loyaliste ou à détruire littéralement les rebelles. Ce n'est pas leur mission. Puisqu'après tout, ce sont les fils et filles d'un même pays qui sont en divergence ou en belligérance sur telle ou telle question. Et l'idéal serait de les amener à la table de négociation pour que définitivement les armes soient retirées. Oui, mais le Congo aujourd'hui, ce n'est pas l'idéal, Metiefa. Est-ce que normalement, on ne devrait pas permettre à cette force-là d'avoir, pourquoi pas, un mandat beaucoup plus offensif? Oui, non, à mon avis, non. Pourquoi? À mon avis, pourquoi? Non. Voilà, je vous ai dit, les forces onusiennes sont des forces neutres. C'est un peu comme votre père. Lorsqu'il a deux fils qui se battent, qu'est-ce qu'il fait, lui? Non. Qu'est-ce qu'il fait? Il prend parti ou qu'est-ce qu'il fait? Ils ont, les forces onusiennes sont soit des forces d'imposition de la paix ou d'opposition. Et dans ce cas, je pense qu'il faut upgrade, il faut mettre un cran. Il faut leur permettre d'imposer la paix dans cette zone. Ce qui leur permet de... Non, ça ne pourra pas être possible. Parce que 17 000 hommes dans un pays avec autant d'insécurité aujourd'hui, il y a un problème. Non, vous posez, et la menace est à la fois interne et externe. Non, ça c'est un autre problème. Quelque part, ce serait quand même normal pour le président Kabila de demander leur départ si concrètement il s'est varié. Mais qui avait demandé leur arrivée? Ce n'est pas lui. Oui, d'accord. Ok, très bien. Si ce n'est pas lui, alors ce n'est pas à lui de demander aussi le départ. Il est chef d'État. Oh, mais il est chef d'État, d'accord. Mais bon, écoutez, vous savez, les forces onusiennes, lorsque des accords de paix sont signés, par exemple, lorsqu'il y a couvre-feu, par exemple, leur mission est de faire en sorte que les accords soient respectés à la lettre. Que les couvre-feux soient respectés à la lettre. Donc, que personne ne fasse usage d'armes. C'est aussi simple que ça. Mais, écoutez, si elles devraient utiliser leurs armes, alors ce serait pour faire quoi? Pour protéger les forces loyalistes, c'est ça? En tuant donc les rebelles? Protéger les personnes civiles. Mais bien sûr, mais c'est ce qu'elles font au quotidien. Mais elles ne le font pas assez au Congo. Il faut tenir compte du cadre et du contexte national. C'est pas aussi facile que ça. Il y a des centaines de morts. Si nous ne voulons si nous ne voulons pas que les forces de la MONUSCO puissent avoir un mandat d'imposition de la paix, alors revenons à la table de négociation, que les autorités congolaises aille à la table de négociation avec les pays voisins, avec l'Ouganda, avec le Rwanda, qui s'asseyent et qui discutent sécurité transfrontalière. Ça, c'est de leur volonté. Et que des deux parties, qu'on puisse mettre alors des forces d'interposition de la paix à chaque frontière et qu'on passe à un désarmement total de la zone. Ça, c'est de la volonté des autorités politiques de ces différents pays. Ce n'est pas l'ONU qui va les amener à le faire. Mais justement, alors là aussi, il y a un autre problème. Parce que n'oublions pas aussi le droit d'ingérence. Oui, le droit d'ingérence aujourd'hui a évolué. Aujourd'hui, on ne peut plus prétester parce que si des questions relatives aux droits de l'homme sont en jeu, et c'est en jeu, des questions de vies humaines sont en jeu, des questions de droits de la personne humaine sont en jeu. Cela révèle aujourd'hui de plus en plus de l'ordre public international. Je suis d'accord. Tout à fait. Et si l'ordre public international se veut pouvoir aujourd'hui être travesti, évidemment, la communauté internationale, et en priorité la communauté économique régionale, qu'est la CEMAC, doit pouvoir agir, qui est totalement inerte. L'Union africaine aujourd'hui doit pouvoir agir. Oui, mais M. Olabi, vous savez que ce n'est pas aussi simple. Vous savez que ce sont des résolutions des Nations Unies qui sont d'abord votées. Vous connaissez le processus. Oui, mais aujourd'hui... Avant d'envoyer ces forces-là, avec une lettre de mission bien précise, il faut encore revoir tout cela. L'agissement dont je parle ici n'est pas forcément armé. Il ne s'agit pas forcément d'action armée, mais il s'agit surtout d'action diplomatique. Il s'agit de voies de médiation, de dialogue entre les organisations sous-régionales qui ont compétence en la matière et les pays concernés. Parce que voyez-vous, aujourd'hui... Si c'est ça, nous disons la même chose. Kinshasa a toujours tiré sur ses voisins. Le porte-parole de la majorité présidentielle l'a encore fait il y a quelques heures, quelques jours. Aujourd'hui, nous allons évoluer, messieurs, avec votre permission. Est-ce que l'opposition, qui montre aujourd'hui visiblement des signes d'unité, est-ce que cette opposition-là a les armes pour battre Emmanuel Ramazani Shadari et Metiefa? Ça dépend. Ça dépend parce que je voudrais que vous lisiez un peu le jeu des acteurs, qui est un jeu très intéressant. Regardez d'abord
disons, quelques puissances se sont arrangées pour envoyer un gros lion à Kabila. Je veux parler de celui que vous savez, puisque bien malin, qui pouvait dire à quelle occasion spécifique Jean-Pierre Bemba pouvait être libéré, donc recouvrer sa liberté. Et il a donc été libéré à un moment que vous connaissez, qui était un moment très opportun. Et le jour de sa libération, il a dit qu'il revenait pour être candidat. Donc il était lavé à l'ISOP, puis il n'y avait rien par rapport... Il n'avait pas de casier judiciaire au total. Alors, donc c'est un gros lion qui a été libéré au sein de l'arène. Pendant ce temps, Moïse Katumbi avait fini de nouer quelques accords et qu'il était toujours en lien avec Vital Kamerhe, plus donc les autres. Alors c'est ça j'appelle le bal des bulldozers. Les bulldozers que Kabila a progressivement, disons un peu excepté Jean-Pierre Bemba, les autres, avec le temps et progressivement, il a réussi à les façonner contre sa propre personne. Alors lorsque toutes ces personnes sont libérées, qui, quoi que l'on dise, ont quand même de poigne au Congo, n'oublions pas également Félix Tshisekedi, fils de son père, et que tous se mettent ensemble, ça peut faire tache d'huile. Mais dans le même temps, Kabila n'est pas encore parti. Il a dirigé le pays ces dernières années pendant 17 ans. Il a son mot à dire, et n'oublions pas, il a un appui solide, qui est Kagame, avec qui il a des liens tout particuliers. Il ne faut pas oublier cela. Il en a également d'autres côtés que je ne voudrais pas dire ici. Et qu'à tout moment, il peut encore agir sur un certain nombre de ficelles pour tout remettre en cause. Combien de gens s'attendaient à ce que ce candidat qu'il a personnellement désigné par un processus de mentorat pouvait être désigné? Certainement, il a dû avoir quelques garanties de part et d'autre, appuyer sur un certain nombre de contacts, s'assurer que telle ou telle chose sont solides avant de donner le top, puisque, observez bien, il n'a pas suivi le calendrier de qui que ce soit, il a suivi son calendrier à lui. Et c'est lorsque lui, il a estimé qu'il est prêt, qu'il a donné le top, et le jeu a commencé. Donc, juste là, il est comme l'arbitre qui est en train de siffler ce match-là. Il ne faut pas perdre cela de vue. Les autres, c'est-à-dire les grands bulldozers, les poids lourds de l'opposition, qui feignent de se mettre ensemble, puisque ça c'est de visu, il faut aller voir si à l'intérieur, c'est pas un système d'action concret, fissuré par endroits, où de ces fissures peuvent naître donc une éventuelle dislocation au profit de Kabila. Alors si eux ils se mettent ensemble et qu'ils forment un ensemble vraiment compact pour que les objectifs sont vraiment ceux qu'ils ont arrêtés ensemble et qu'ils mobilisent le peuple très tôt et sont tous prêts à aller au charbon au même moment, tout en transpirant et en sachant que je ne transpire pas pour moi, mais je transpire pour l'intergroupe. Ça peut donner quelque chose de sérieux, puisque dans tous les cas, aujourd'hui, à l'international, ce sont eux qui ont le vent en poupe, ce n'est plus Kabila. Et il en est conscient, c'est pour ça qu'il demande le retrait de ces forces-là. Voilà. Alors aujourd'hui, on voit l'opposition, ils étaient en Belgique notamment, puis en Afrique du Sud. Ils ont rencontré l'ANC. On voit des personnalités qu'on ne pensait pas pouvoir parler le même langage, qui aujourd'hui s'assemblent, qui tiennent des discours, qui se prononcent, qui appellent à l'unicité, qui promettent de voter, de faire campagne pour celui d'entre eux qui sera désigné. On sait aujourd'hui que visiblement Jean-Pierre Bemba et Moïse Katumbi ne seront pas candidats. Il ne reste visiblement qu'entre Vital Kamerhe et Tshisekedi Félix comme réellement porte-étendard de cette opposition-là. Est-ce qu'aujourd'hui, selon vous, cette opposition peut battre le candidat Emmanuel Ramazani Shadary qui, quoi qu'on dise, bénéficie aussi bien de l'appareil d'État que des contacts, de l'agenda de son mentor qu'il a servi avec loyauté
et avec, je dirais même, une once de respect et de dévotion. Non, faut dire déjà que MHFA a déjà mis les pieds dans les plats et a fait une démonstration assez intéressante à laquelle j'adhère. Et voyez-vous, ce qui se fait au niveau des opposants congolais actuellement, je dirais que c'est la tasse de ces dernières années pour toutes les oppositions dans les pays africains qui visent l'unité et qui, à chaque fois, la veille des élections, essaient de s'entendre, pourvu que l'accord, si accord il y a, soit tenu. Pourvu que, comme il a précisé tout à l'heure MHFA, qu'à l'intérieur de cet accord, qu'il n'y ait pas de fissure et que l'eau puisse s'échapper. Est-ce que vous y croyez? C'est possible. C'est possible. C'est peut-être pour ça. C'est peut-être, je vais même plus loin de son analyse, c'est même peut-être pour ça que le chef de l'État, Kabila, souhaite ne pas avoir une ingérence des puissances extérieures. Je dirais puissance, parce que j'imagine qu'il s'adresse en réalité à ces puissances-là et non à la communauté africaine dans le fond. Et voyez-vous, c'est un double discours, parce qu'il y a quelques mois, il appelait quand même la communauté internationale à s'impliquer dans l'organisation des élections, dans le financement et dans les enrôlements. En 2016, donc, le président avait argué de ce qu'il n'avait pas les moyens pour organiser des élections. Et oui, il avait fait appel à la communauté internationale, il a fait appel aux partenaires techniques et financiers. Et aujourd'hui, à la veille, il y a quelques mois des élections, il estime qu'il ne faut plus... c'est des défenses de souveraineté. C'est des questions de souveraineté. C'est le beau jeu. Je le dis, en fait, il a trouvé son timing. Et il veut au maximum rester le maître du jeu. Il veut rester le maître du jeu parce que finalement, il a désigné son dauphin, Emmanuel Chaderi Ramazani, et qu'il faut chercher un peu plus long. Oui, certes, peut-être qu'il a des affinités. Il a forcément des affinités. Ils sont de la même région. La mère de Kabila est de la même région que de M. Ramazani. Donc, et quand il va en région, c'est auprès de ce dernier qu'il séjourne. Donc, voyez-vous, il est le numéro 2 du parti. Donc, il a pris beaucoup d'assurance, il a pris beaucoup de garanties, pourvu qu'il arrive à faire l'unité aussi autour de ce candidat qui n'est pas forcément, ou qui est diversement apprécié au sein de son parti. Voyez-vous, donc, des distensions au sein du oui, tout à fait. Parce que tout le monde n'est pas d'accord par rapport au choix opéré. Mais le jeu est ouvert. Le jeu est ouvert. Une opposition bien organisée peut gagner ces élections. Mais il ne faut pas oublier que le maître du jeu reste le président Joseph Kabila. Et il faut féliciter quand même, il faut féliciter le peuple congolais sur un aspect. Lequel? C'est que c'est pour la première fois depuis 1960, depuis les indépendances, qu'on va assister à une alternance sans effusion de sang, sans coup d'État, sans tuerie. Au Congo. Il n'y a jamais eu d'alternance. Au Congo. Il n'y en a jamais eu. C'est pourquoi je dis la première alternance. Donc c'est la première alternance. Bon, oui, évidemment, si on suppose que, oui, enfin, c'est pas effusion de sang, pas coup d'État, donc voilà. Donc c'est pour la première fois. Et il faut s'en féliciter que le processus démocratique commence par faire école au sein de cet État. Voilà. Alors, le président l'a réitéré, toute aide est refusée par Kinshasa dans le cadre de ce scrutin. Est-ce que, selon vous, il n'y a pas un risque, je dirais, d'implosion ou un risque de contestation du candidat au soir du 23 décembre s'il était mal élu, parce qu'il y a le problème de la machine à voter qui est là. Il y a un certain nombre de problèmes, notamment les millions d'électeurs sans empreinte dans la machine. Il y a un problème de déploiement logistique qui se pose dans certaines régions du pays. Personne ne sait comment il faut aller pour distribuer déjà la machine à voter. Combien de Congolais savent lire, écrire, pouvoir utiliser une machine, appuyer, voter? Il y a autant d'inquiétudes autour de ce scrutin-là qui font quand même que, est-ce qu'il n'y a pas un risque encore autour de cette élection-là, un risque que la crise perdure, un risque que Joseph Kabila soit encore là après le 23 décembre? Le risque est très énorme et très élevé. Et c'est parce que le président Kabila en est conscient
et sait qu'il doit tout mettre en place pour gagner et continuer à être président par procuration du Congo, qu'il demande donc à ceux qui pouvaient s'en mêler pour que ça ne l'arrange pas, de ne pas s'en mêler. Bon, mais que maintenant ils peuvent partir parce que bon... Il y a certains, je vous coupe pas, mais oui. Il y a certains qui pensent en fait que il se profile un scénario à la russe, Poutine Medvedev, voyez-vous, et c'est bien plausible. C'est bien plausible. Non, pas qu'on pense, parce que pour qui sait comment ça se passe, puisque il faut aller voir l'intérieur de la Constitution congolaise. Tout à fait. Ah ben, conformément à la Constitution congolaise, rien ne lui interdit de revenir. Tout à fait. Conformément à leur Constitution. Voilà un peu. Alors, ne vous en mêlez pas. Vous, les grandes puissances, ne vous en mêlez pas. Pendant 17 ans, votre mission n'a pas été bonne. Je vous le dis, retirez-vous. Pour que je gère ça avec mes frères, nous avons aujourd'hui les coups des franges, on a tout pour pouvoir nous autogérer nous-mêmes et assurer la sécurité. Mais vous le savez que ce n'est pas évident. Le risque est très élevé. Et moi, je féliciterai le peuple congolais lorsqu'il fera tout pour qu'on ne lui vole pas sa victoire. Peu importe qui gagne. Si c'est Chadari, que ce soit lui qui gagne. Si c'est Tshisekedi ou Kamere, peu importe. Mais que vraiment, celui que le peuple aurait désigné dans une ferveur populaire, que celui-là soit vraiment installé président de la République démocratique du Congo. Lorsque le peuple aurait veillé sur son vote, c'est seulement en ce moment-là que je l'aurais félicité, parce que nous oublions souvent ceci. Dans un processus démocratique, on a de légitimité première qu'à travers les élections. Et lorsqu'on dit que le pouvoir appartient réellement au peuple, c'est que le peuple vote, s'assure que c'est celui pour qui il a voté. Et lorsqu'on veut voler sa victoire, elle tombe dans les rues et dit « tuez-nous tous ». Et le peuple réellement fait accomplir sa volonté. Et c'est seulement dans ces conditions que le peuple est le pouvoir effectivement au peuple, mais un peuple qui est couard, qui n'a pas la capacité de lutter pour que ce qu'elle a dit soit vraiment transcrit et maintenu comme tel, ne mérite pas d'être félicité. Donc c'est maintenant que Kabila donne l'opportunité au peuple congolais de faire par exemple ce que le peuple ivoirien avait fait, de faire par exemple ce que le peuple burkinabé avait fait, ou de faire par exemple ce que le peuple malgache avait fait. Si le peuple congolais se comporte comme cela en décembre 2018, alors je décernerai une note de satisfaction. Les gérants sera dans total. Et Merio Labi, il y a quelques avis que je voudrais qu'on cite ici. Il y a par exemple le porte-parole de la majorité présidentielle, Alain Atundou, qui dit ne pas comprendre l'ingérence des évêques de la Senko dans un certain nombre de, je dirais, d'actions ou de politiques. Il leur reproche, en l'occurrence, la visite chez le président zambien. Il dit que la démarche de la Senko auprès de la SADC paraît insolite et étonnante, tant elle semble éloignée du combat du pape François contre les abus de pouvoir et de conscience de la part du clergé dans la vie sociale. Oui, vous savez, je vous ai dit, nous sommes dans la période où tout profite au gouvernement en place, où ils essaient de dévier le discours qui pourrait intéresser le peuple de ce qui est la réalité. L'Église catholique romaine au Congo a participé pendant de très longues années, et ces dernières années, à la question de résolution de la paix et au retour au calme, et surtout à l'organisation des élections. On peut même dire qu'ils ont une certaine coloration, celle de voir partir le chef de l'État actuel, désiré Kabila. Voyez-vous, je ne pense pas que l'Église catholique romaine, qui, selon les chiffres, détient 40% de fidèles du Congo, pèse dans la balance. Et donc, évidemment, ça fait beau jeu pour le porte-parole de voir une Église catholique qui devait pouvoir normalement être neutre,
mener des discussions, mais il faut comprendre aujourd'hui que l'Église vit au cœur du peuple et qu'on ne peut pas ne pas la considérer comme une variable. Ce sont ces prêtres qui parlent aux fidèles et généralement, ils sont écoutés. Ils sont écoutés. Et je comprends bien le porte-parole du parti au pouvoir, parce qu'il voit là, en réalité, un danger, une perte de crédibilité du gouvernement ou de son candidat auprès de l'écurie romaine, qui évidemment va donner une consigne, plus ou moins, qui va passer un mot d'ordre. La consigne semble claire. Et c'est peut-être là aussi l'ingérence qu'il voit venir en voyant la visite auprès du président zambien. C'est aussi là, l'ingérence n'est peut-être pas aussi extérieure, aussi loin que nous le pensons. C'est peut-être aussi dans le voisinage immédiat. Voilà. Non, je ne crois pas que l'Église catholique donnerait une consigne directe et ferme. Je ne crois pas. Mais elle parlera au peuple. Non, mais... Ce sont des jeux de mots, non, j'ai dit... Ce sont des jeux de mots. Clair et ferme. Non, j'ai dit consigne claire. Non, j'ai dit consigne claire. Elle est, ça c'est une réalité. Non, attendez. J'ai dit consigne claire et ferme. Si l'Église prend le risque de dire voter gna-gna, vous comprenez? Non, évidemment, elle ne me dira jamais ça. Non. Mais elle sensibilisera ses fidèles quant aux valeurs de paix, de crainte de Dieu, d'amour, de patriotisme, qui sont des valeurs traditionnelles prônées par l'Église depuis des siècles. Mais que cela soit dit en passant, au Congo, c'est l'Église qui soigne le peuple. C'est l'Église qui inscrit les enfants à l'école. C'est l'Église qui encadre la jeunesse dans le sport, la formation et l'éducation. L'Église est sur beaucoup de chantiers où l'État a démissionné. C'est l'Église qui initie et implémente beaucoup de politiques publiques pour le développement. On ne peut pas lui interdire de s'impliquer jusqu'à ce niveau, parce que quand l'État démissionne, mais qui répare les femmes brisées? Oui, mais l'Église en fait quelque chose. Donc, en fait beaucoup. Si cette Église n'était pas là, je crois que la République allait disparaître depuis. Et c'est parce qu'elle a cette force et cette puissance au regard de tout ce qu'elle accomplit comme action publique qu'elle a pu faire quelque chose en décembre 2016. Alors on ne peut pas lui dire, écoutez, tout cela est effacé, allez vous retirer dans vos paroisses respectives et laissez-nous faire le travail. Écoutez, ils sont aussi congolais et je crois qu'ils ont le droit d'œuvrer pour le développement, la paix et la stabilité sociopolitique à l'intérieur de la pays. Je pense que le gouvernement congolais ne tentera pas de museler l'écurie romaine au Congo. Ça sera un piège. Ça sera un gros piège. Alors, quel conseil pourriez-vous donner aujourd'hui à la classe politique congolaise dans son ensemble? Les inviter à la paix, parce que seul dans un climat de paix et de dialogue, nous pourrions voir aboutir le processus électoral en décembre prochain. J'espère que toutes les mesures sont en train d'être prises par le gouvernement Kabila pour vraiment acter ce départ qui va rester dans les mémoires. Ça sera une réussite pour lui s'il réussit à organiser sereinement ces élections sans effusion de sang, sans contestation. C'est pas évidemment, ça va pas excuser tous ces déboires, mais quand même, ce serait quand même une bonne image qui sera envoyée du Congo pour les relances des activités économiques, les relances des partenariats, pour le nouveau président qui va s'installer. Donc, nous exhortons évidemment tout l'ensemble de la classe politique au dialogue. Voilà. Métiefa, y a-t-il des raisons d'espérer une paix, un développement tranquille pour la RD Congo? Pourquoi pas? Nous sommes africains. Il faut espérer la paix. Si d'ailleurs on ne l'espérait pas, si le développement, on ne l'espère pas, quelle serait alors la trame de notre existence et qu'est-ce qui serait alors la raison d'être de l'Afrique? L'Afrique est le continent de l'avenir, ça je n'ai jamais douté là-dessus. Il reste à ce que les Africains prennent conscience de leur potentiel, de leur potentialité et surtout de ce que les défis
futurs qui nous attendent sont très sérieux et qu'il faut simplement être africain jusqu'au dernier sens du terme. Voilà, vous êtes Métiefa, sociologue, expert en stratégie de développement. Face à vous aujourd'hui, Emery Olabé, juriste, spécialiste des questions internationales. Messieurs, merci d'avoir été de cette émission sur ce plateau. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Et à très bientôt pour un autre numéro de votre émission. D'ici là, portez-vous bien.